Salut toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux commencer à explorer la montagne en période hivernale ou bien que tu as vu la vidéo d'Inoxtag sur son ascension de l'Everest et que ça t'a donné envie de gravir des sommets. Sauf qu'avant de vouloir s'aventurer en montagne, il va falloir comprendre 2-3 petites choses. La randonnée en automne comme en hiver transforme chaque sortie en une véritable immersion dans un univers de quiétude unique en son genre. Tu verras des paysages passer du vert au marron, les sommets vont commencer à revêtir leur manteau d'un blanc brillant, offrant des panoramas à couper le souffle et une tranquillité rare. C'est une période idéale pour redécouvrir la nature, loin de l'effervescence estivale, mais qui demande aussi une préparation spécifique. Entre l'équipement adéquat, la maîtrise des conditions météorologiques et une bonne connaissance des sentiers, la randonnée en automne, mais surtout en hiver, se révèle aussi exigeante qu'enrichissante. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment bien se préparer pour que l'expérience soit des plus agréables pour toi, mais surtout car il faut le souligner pour que tu puisses partir en toute sécurité. Parce que oui, la montagne a beau être un lieu magnifique, mais n'en reste pas moins dangereuse pour toutes les personnes négligeant les risques. Comment s'habiller? Bon, tu vas me dire, mets un pull et c'est bon, je te dirais oui du coup, mais c'est bien plus compliqué que ça. Pour avoir un parfait équilibre entre isolation thermique et régulation de la température corporelle, il y a certaines choses à savoir et à respecter. Le choix des vêtements sera donc crucial pour éviter l'hypothermie et maintenir une température corporelle stable. Pendant l'effort, il est difficile de réguler la température de son corps, donc si tu rajoutes en prime la mauvaise gestion de tes vêtements, tu peux être sûr que ta journée se passera pas comme tu l'auras souhaité. C'est pour ça que tu dois connaître le système des 3 couches. Et pour t'expliquer rapidement, tu vas porter 3 à 4 couches de vêtements en fonction de ton activité. Chaque couche superposée auront un rôle bien précis et des propriétés différentes. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Pour commencer, tu vas avoir une première couche qui sera principalement respirante et thermique dans certains cas. Sa mission sera d'évacuer le surplus de transpiration que tu auras accumulé. Ça évitera donc un ressenti de froid contre ta peau et de limiter cette sensation d'humidité sous tes vêtements. Il y a différents types de premières couches. Tu vas en trouver en synthétique, en laine et en coton. Même si je te déconseille cette dernière car le coton a des difficultés à évacuer l'humidité. Pour commencer, je peux que te conseiller un tissu synthétique avec des propriétés isolantes. Ça reste le meilleur rapport qualité-prix, surtout pour débuter. La laine aura des propriétés isolantes et respirantes bien meilleures que le synthétique et le coton. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait qu'elles ne retiennent pas les odeurs. Et ça, mon ami, c'est un réel luxe en fin de journée de ne pas sentir le faux. Tu peux trouver des laines avec différents grammages en fonction de la saison et de l'utilité du vêtement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ça pourrait être le sujet d'une vidéo complète. Et pour le choix de la deuxième couche, il faut un minimum connaître ton corps. Je t'explique. Tu vas avoir 2 types d'isolants principaux pour ta seconde couche. Tu auras la polaire et la doudoune. La polaire aura comme avantage la liberté de mouvement, alors qu'avec la doudoune, tu seras moins à l'aise en action de marche, mais elle offre des propriétés meilleures en termes de conservation de chaleur. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails au sujet des doudounes et des polaires, car il en existe avec des technologies différentes et des usages différents. Pour la faire courte, plus tu seras frileux et plus il faudra prendre un vêtement plus épais, en prenant en compte l'effort fourni, donc la chaleur rejetée par le corps. D'où la difficulté dans le choix de cette couche. La polaire et la doudoune peuvent aussi aller de pair. Par exemple, je t'explique, ta première couche ne suffit pas, tu as froid. Tu vas donc pouvoir mettre une polaire assez fine qui va non seulement t'isoler de la chaleur rejetée par ton corps, mais pas trop non plus pour éviter la surchauffe. D'où la subtilité du choix du vêtement. Et la doudoune va te permettre une seconde couche isolante, par exemple quand tu vas faire une pause pour conserver la chaleur contre toi. Et tu vois, dans ce schéma-là, on a déjà 3 couches sur nous. Et pour finir, tu vas avoir la troisième couche. Elle aura pour mission de te protéger des intempéries. Pour ça, tu auras différentes technologies pour t'aider à combattre le temps. Tu auras dans un premier temps un coupe-vent. Bon, pas compliqué, il va tout simplement te protéger du vent. Jusqu'ici, tu me suis. Nous aurons ensuite le soft shell, qui est le produit le plus polyvalent. Mais attention, la polyvalence n'est pas un gage de choix, car c'est un produit qui sera, on va dire, moyen dans tout. Je te dis ça car les soft shells ont des propriétés pour la plupart d'isolants avec une légère polaire à l'intérieur. Il sera coupe-vent et déperlant. En gros, pas suffisant pour te protéger du froid, un coupe-vent moins bon et du coup déperlant, donc pas imperméable. En cas de forte pluie ou de neige, la veste finira par prendre l'eau. À la différence d'une veste imperméable qui, elle, vous protégera de la pluie et en plus, dans certains cas, peut-être coupe-vent. Donc, comme tu l'auras compris, la troisième couche sera à choisir en fonction de la météo que tu vas rencontrer. Tout ce qui est dit précédemment peut être aussi appliqué avec le pantalon. Tu peux respecter le système des 3 couches, mais le bas est moins sujet au froid. Les jambes sont constamment sollicitées, donc arrivent plus facilement à réguler le froid. Tu accorderas donc un peu moins d'importance au pantalon. Du coup, en termes d'accessoires, en fonction du froid rencontré, tu auras besoin de gants isolants, une bonne paire de chaussettes, un bonnet ou un cache-cou, indispensable pour protéger tes extrémités, qui sont très sensibles au froid. Les pieds sont particulièrement vulnérables au froid et à l'humidité. C'est pourquoi des chaussures de randonnée hivernales sont nécessaires. Elles doivent être imperméables, dotées d'une bonne isolation thermique pour adhérer à des sols glissants et à la neige. En complément, des guêtres peuvent être utilisées pour empêcher la neige d'entrer dans tes chaussures, mais ce n'est clairement pas une obligation.
Comme dit dans une ancienne vidéo, les bâtons de randonnée sont indispensables sur les sentiers. Ils sont généralement fournis avec des rondelles plus larges adaptées à la neige qui permettent un meilleur équilibre et de progresser plus efficacement. Couplé à ça, une paire de crampons. Tu dois avoir une paire de crampons dans ton sac. Attention, je te parle pas des crampons d'alpiniste, tu vas pas gravir l'Everest non plus, mais bien des crampons qui s'adaptent aux chaussures de randonnée. Tu vas arriver dans une période où les températures chutent drastiquement en altitude, même en automne. Ça donne des scènes assez drôles de cartoon, mais jusqu'au jour où il y en a un qui va se faire mal, ce sera tout de suite moins drôle. C'est pour ça, ne pas négliger les crampons. Et pour finir, une paire de raquettes si de la magnifique poudreuse est tombée la veille et que tu veux aller te promener pour profiter des paysages magnifiques enneigés. Ah, il m'a donné soif ce chapitre. Vérifier la météo avant de partir en montagne est essentiel pour des raisons de sécurité, de confort et de préparation. En montagne, les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement, ce qui peut transformer une randonnée agréable en une expérience dangereuse. Tu as différentes applications pouvant t'aider à choisir la journée idéale pour sortir. Personnellement, j'utilise Météo Blue. L'application est gratuite et vraiment précise, elle correspond totalement à mes attentes. Et encore plus précis, si ton départ se fait en station, n'hésite pas à consulter leur site officiel. Tu y trouveras le bulletin météo du massif concerné. Si tu décides de prendre un peu d'altitude cet hiver, les sites des stations te renseigneront également sur les risques avalanches. Bon, généralement quand tu débutes, tu ne vas pas t'aventurer trop loin, mais c'est bien d'avoir cette culture de la montagne en s'auto-sensibilisant. Ton pire cauchemar avec la météo ne sera pas forcément la pluie, ni la neige, ni même le froid, mais bien le vent. Tu sais, le fameux ressenti que tu entends souvent à la météo, c'est en grande partie à cause de lui. Tu peux avoir une estimation de température à 5 degrés et pourtant arriver sur place avec un peu de vent, ça peut vite se transformer en moins 2 degrés. Et tu n'as même pas commencé la randonnée. Sachant que dans certaines conditions, tu peux prendre jusqu'à 0,5 degrés tous les 100 mètres gravis. Tu peux rapidement te retrouver en difficulté si tu n'avais pas anticipé ce détail-là. Personnellement, c'est le premier critère que je regarde, suivi par la pluie. Après, si tu es bien équipé, tu peux braver tout type d'intempéries, mais quand tu commences et que tu veux te familiariser avec la montagne, je te conseille quand même de partir dans les meilleures conditions pour que tu puisses profiter au maximum de ton expérience. Prévoir une journée où le ciel est dégagé permet aussi de mieux profiter des panoramas, souvent un des objectifs d'une sortie en montagne. Maintenant que tu es bien équipé pour partir en randonnée, il te faut choisir un itinéraire. Il faut que tu t'assures que la randonnée choisie corresponde bien à ton niveau et surtout qu'il soit adapté aux conditions météorologiques. Surtout dans cette période, la difficulté est augmentée ne serait-ce que par le froid, la neige, mais aussi par le poids transporté. Tu as plus de vêtements sur toi, plus de choses dans ton sac, donc un effort supplémentaire comparé à ce que tu as pu connaître en saison estivale. Un facteur à prendre en compte dans la sélection de ta randonnée. Un autre critère que tu dois prendre en compte également, c'est les horaires. Les journées sont plus courtes en journée, donc prévois de terminer ta randonnée avant la tombée de la nuit. Pour lutter contre le froid, le corps a besoin d'énergie. Une alimentation riche en calories est donc essentielle pour maintenir la chaleur corporelle lors d'une randonnée en conditions froides. Les aliments riches en glucides et en graisses sont particulièrement recommandés et ils apportent une énergie rapide et soutenue. Les barres énergétiques, les fruits secs et les noix sont des exemples d'aliments pratiques à transporter. Ça, c'est de la théorie. Un bon saucisson et une bonne petite tome n'est pas non plus difficile à transporter. Tout apport en matière grasse est bon à prendre car ils seront brûlés pour combattre le froid, donc pas de regret pour se faire plaisir. Et pour ce qui est de l'hydratation, trop souvent négligée en raison de la sensation de soif dans le froid, est tout aussi importante qu'en été. Boire de l'eau tiède ou chaude permet non seulement de maintenir une bonne hydratation, mais aussi de réchauffer l'organisme. Pour maintenir une eau à température raisonnable sans avoir la sensation de boire un glacier, une gourde isotherme permettra d'éviter que l'eau ne refroidisse à l'intérieur. Ah, et aussi très important, bois avant d'avoir la sensation de soif. Bois de l'eau régulièrement, quitte à te forcer à prendre quelques gorgées de temps en temps, car si tu as soif, c'est que tu commences déjà à être déshydraté. En informant une personne de confiance de ton itinéraire, de ta destination et de l'heure prévue de ton retour, tu augmentes tes chances d'être secouru rapidement en cas de problème. Si tu te perds, si tu es blessé ou si tu fais face à une situation imprévue, cette personne pourra alerter les secours si elle n'a pas de tes nouvelles dans les délais prévus et peut au passage te sauver la vie. Et voilà, tu as maintenant toutes les cartes pour partir explorer la montagne en période hivernale. En suivant ce guide, tu as toutes les clés en main pour que ton expérience en altitude se passe dans les meilleures conditions. Il faut surtout comprendre que la montagne n'est pas un terrain de jeu. Elle peut te partager ses magnifiques paysages, mais peut aussi te mettre en danger assez rapidement. Il y a des règles. Une fois appliquées, tu écartes pas tous les dangers, mais tu en élimines quand même beaucoup. Merci infiniment à tous ceux qui ont rejoint l'aventure, vous êtes un soutien énorme pour la chaîne. On a dépassé les 500 abonnés en peu de temps et c'est juste complètement dingue, donc merci beaucoup. Continuez à vous abonner, liker, commenter les vidéos, c'est le plus gros soutien que je puisse avoir. Objectif 1000 abonnés en 2025, c'est loin d'être impossible, je compte sur vous. La montagne est belle, respectons-la.